Quelle performance et quel spectacle samedi du Canadien de Montréal face aux Leafs de Toronto. Bien sûr, on veut avoir vos réactions et comment vous réagissez au bon début de saison de Jonathan Drouin. On parle avec Gaston Terrien et Pierre Lebrun. On jase. Le 7 octobre 2017, Luc Danseau, salut. Salut Martin. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue en jazz. Bienvenue en jazz. Ouais. Bienvenue à Tim également. L'équipe des Bleus. L'équipe des Bleus. Parlant des Bleus, les Leafs pensaient, je pense, qu'ils allaient gagner ce match-là 4-1. Je regardais ça, là, puis je me disais... Ça va finir 4-1. Non, mais tu sais, ils sont pas plus vite que les Hurricanes. À la limite, j'ai trouvé même plus lent que les Hurricanes, mais ils étaient meilleurs dans tout ce qu'ils faisaient sur le Canadien de Montréal. C'en était renversant. Deuxième match en 2 soirs aussi. Il était sur un deuxième match en 2 soirs, absolument. Ouais. Tu as raison de le mentionner. Ouais. Et là, sans trop nous le dire, le Canadien, je pense que ce but-là, immédiatement après le 4-1, le but, je pense que c'est Gallagher, je pense que ça a changé le ton de ce match. Après ça, tu as eu les buts de Petrie, entre autres, qui sont venus. Puis le Canadien a fini par prendre les devants dans ce match-là. Mais quel spectacle! Et on est 2-2 au niveau du spectacle. Je me souviens, l'an passé, on faisait la même chose. On était ici en nombre et on se disait « Wow! C'est le fun! C'est le fun d'aller voir jouer. » Là, le Canadien, là, c'est pas les Sénateurs, là. C'est les Hurricanes et les Leafs de Toronto, 2 superbes équipes. Et le Canadien a retiré 3 points sur 4 sur la route. Donc, c'est excellent. On a hâte d'avoir vos commentaires sur ces 2 matchs-là. Et également, vos commentaires sur le mouton noir de cette formation, Jonathan Drouin, comme j'aime le dire souvent. On dirait que les gens aiment ça, prendre en grippe quelqu'un. Et là, c'était Jonathan Drouin jusqu'à tout récemment. Donc, je me demande bien comment vous réagissez. Surtout que Jonathan Drouin a été promu sur un trio avec Domi. Suzuki, ça a été difficile pour lui à Toronto. Oui, ça a été plus difficile. Donc, Suzuki avait été relégué. C'est Barron. Donc, l'autre bonne nouvelle, c'est que Claude n'a pas attendu au 41e match avant de bouger ses trios. Il n'a pas la réputation, lui, de s'ajuster en plein milieu du match. Et on commence avec ça, puis on finit avec ça. Bref, plein de sujets à discuter. Et bien sûr, Pierre Lebrun sera avec nous tantôt. Après qu'on ait discuté avec Gaston. Salut, Gas. Salut, Martin. Salut, Luc. Salut. Comment ça va? Très bien, très bien. Juste dis-moi si tu serais plus d'accord si tu avais à recommencer l'ouverture de On jase en disant quel résultat du Canadien au lieu de dire quelle performance. Je vais t'expliquer mon point de vue, tu me diras ce que tu en penses. Je pense que les 40 ou 45 premières minutes de jeu, le Canadien s'est fait dominer par les Maple Leafs de Toronto. En troisième période, le Canadien s'est servi, a profité que Toronto s'est dit, bon, 4-1, ça va finir 7-1. Matthews va avoir 4 buts, Marner va en avoir 8, lui va en avoir 4. On va prendre la tête des marqueurs. Et là, ça ne s'est pas joué comme ça. Et là, il y a eu plein d'enchaînements qui ont fait en sorte que le Canadien était capable de gagner le match. Kapanen, crampe au cerveau, lance son bâton. Je voulais pas le lancer, je voulais juste le déposer, sauf que je voulais casser 2 jambes à Petrie avant. Le lancer de punition de Petrie qui marque, Dano qui marque un but, Drouin qui joue bien. Carey Price, pour moi, était sensationnel, a fait des arrêts incroyables. Donc, je te dirais, pour un entraîneur, tu regardes ce match-là, tu donnes 2 points à banque, mais je peux un peu taper ses doigts parce que notre début de rencontre, ou le 2 tiers de la rencontre, n'ont pas tout à fait été à mon goût, mais on jouait contre une formation qui devrait être de loin une meilleure équipe que le Canadien, surtout offensivement. Oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que le Canadien n'était pas les mêmes en début de match. Puis comme je le disais tantôt, c'était une domination des Leafs qui avait l'air meilleure sur tous les aspects. Puis je pense que à 1 contre 1, le Canadien, contre bien des joueurs des Leafs, vont perdre leur bataille à 1 contre 1 parce qu'ils sont plus forts physiquement. Je pense entre autres à Tavares, à Matthews. Donc, de ce côté-là... Puis, tu sais, le Canadien s'enlisait. Le Canadien jouait frustré. On s'en est pris à Marner. Puis là, les Leafs ont donné la réplique. Puis le Canadien continuait de s'enliser. Puis là, la troisième commence. Nylander marque. Je pense que c'est en avantage numérique. Ça fait 4-1. Ça radoucit à banane du Canadien. Et c'est Drouin, quand il essaie de mettre la rondelle devant le filet, qui frappe un patin puis qui rentre. D'un coup, ça fait 4-2. Puis là, tu as Gallagher tout de suite après 4-3. Fait que je suis d'accord que le Canadien, c'est pas une grande performance parce qu'ils n'ont pas joué les 60 minutes comme on avait joué contre la Caroline. Sauf que
tabarnouche, Oui. on a eu un show, mon Gaston. Mais ça, je suis entièrement d'accord avec Ah, toi. non, on Ça a dit été une grande performance, mais ça a été un match de hockey, c'est 60 minutes en principe. Il y a la prolongation, les fusillades, on en a besoin. Mais dans 20 ans, on va dire, rappelez-vous le match contre les Maple Leafs de Toronto, le deuxième de la saison, le Canadien avait gagné. On ne dira pas, ouais, mais attends, ils n'ont pas bien joué. Et on va dire, on a eu 2 points au classement. Donc, pour moi, je trouve que le Canadien, 2 matchs sur la route, 2 matchs, comme tu dis, Martin. Caroline, c'est une équipe qui est un peu comme le Canadien, là, très dur à battre, qui patine, qui a des bons joueurs. Sébastien Aho est là. Toronto, ben, on pense qu'ils vont gagner la Coupe dans les 3 prochaines années. Du moins, ils se donnent les moyens. Mais Martin, moi, je veux t'entendre sur quelque chose. Puis c'est moi qui te pose la question. Que penses-tu de la décision de Mike Babcock de jouer contre Columbus avec Anderson devant le filet? Un match, comme dirait Claude Julien, dos à dos. Et à la maison, positionner Hutchison devant le filet contre le Canadien de Montréal. Est-ce qu'il a sous-estimé le Canadien ou il s'est dit, de toute manière, n'importe quel gardien, je gagne ces 2 matchs-là? C'est drôle, Gaston, parce que moi et Martin, on en parlait avant d'entrer en ondes tantôt par rapport à l'utilisation future de Keith Kincaid avec la semaine du Canadien qui s'en vient. Puis on a parlé d'Hutchison. Premièrement... Si Claude Julien fait ça, Martin, là, on dit quoi aujourd'hui matin? Ben, c'est ça qu'on va voir. Là, là je vois qu'on a Kincaid dans l'entrevue à RDS, mais tu sais, Canadien congé dimanche, lundi, mardi. Oui, mais Martin, excuse-moi de te couper, mais Columbus, Canadien, un sur la route, un à la maison. Ouais, Ah, ben moi, Gaston, si c'est pas de. Puis je comprends Babcock, là, lui, là, Hutchinson, il a eu du succès contre le Canadien en match hors concours. Il s'est dit, je vais donner celui-là à Hutchinson. On veut plus faire jouer Frederick Anderson 75 games. Tu sais, je le vois, je le comprends, c'est quoi son plan, là. Mais moi, là, c'est pas vrai qu'après 2 matchs, Anderson était brûlé, là. Il aurait pu jouer un 2-en-2. Puis c'est la même maudite affaire pour le Canadien de Montréal. Ça s'en vient, la décision, là. Il va falloir que les Canadiens la prennent, la décision, là. Canadien qui est en congé dimanche. Je pense que Kincaid joue à Buffalo, Price contre Détroit. Ben, c'est la même erreur que Babcock. C'est la même erreur. Oui, mais Martin, est-ce que le Canadien a les mêmes objectifs, les mêmes buts que Toronto, où le Canadien se dit, moi, là, ce qui est important, on a quand même 3 points sur 4. Ça, c'est en banque, personne ne peut nous les enlever. Ouais. Est-ce que je me dis, si jamais j'ai besoin, un peu avant Noël, un peu après Noël, à la fin de la saison, de surtaxer Price, je le ferai là si je vois que je suis encore dans la course. Là, je suis content. J'ai 3 points sur 4. Je prends une décision, puis là, on ne la sait pas encore, la décision. Peut-être que Price va jouer 2 matchs, mais ça me surprendrait. Est-ce que du côté de Toronto, les autres qui visent, là, ils veulent une coupe, Tavares est là, Matthews est là, puis là, ça marque des buts. Moi, l'idée que j'ai de Toronto, puis je ne veux pas faire un grand débat là-dessus, c'est que là, ils sont en train de créer des petits monstres à Toronto de vedettes. Minor, Nylander, Kapanen, je vais lancer mon hockey. Et après, il a lancé de punition. Ouais, je ne savais pas le règlement. Austin Matthews, je regarde ce gars-là, il est bourré de talent, il est puissant. Il a un lancer, Martin, à faire rêver n'importe quel hockeyeur. Mais disons qu'il n'a pas l'air d'un gars qui s'épuise au travail. Je regarde Tavares. Tavares, pour moi, avec les Islanders de New York, était certainement le joueur le plus complet de la Ligue nationale. Je ne dis pas qu'ils sont pas bons, là, je ne sais pas de dénigrer, mais je trouve que jouer contre le Canadien en 3e période, mener 4-1 chez toi, tu vas me dire, ouais, mais Gaston, ça n'arrivera pas à tous les matchs. Je le sais. Mais pour moi, ce matin, là, si je m'appelle les Maple Leafs de Toronto, j'ai perdu un point de classement. Oui, puis je comprends. En tout cas, moi, je veux pas que le Canadien fasse ça. Les Sabres de Buffalo ont un bon début de saison, ne sont pas à prendre à la légère. C'est pas vrai que je surtaxe Carey Price. Il a joué 2 games depuis le début de l'année, on se calme. Il revient de 3 jours de congé, on se calme. Il peut jouer mercredi soir. Court voyage là, à l'avion Buffalo au top de Montréal, c'est pas éreintant. Viens pas à l'Arena, pas de morning skate, reste chez vous puis tu joueras le home opener. De toute façon, l'adrénaline du premier match à la maison devrait... Puis, tu sais, tu prendras vendredi de congé, puis on se reverra samedi. Puis après ça, on verra les plans pour le reste de la semaine. Je ne pense pas que je surtaxe Carey Price qui revient de 3 jours de congé si je le joue là. Et, je m'excuse, je suis gardien de but en plus, je vais prêcher de ma paroisse. Je ne pense pas, moi, que comme gardien de but, j'apprécierais qu'on dise « on va économiser Weber, au prix, on le fera jouer 28 minutes par game rendu en mars. Puis là, on va lui donner congé, on va jouer Fordin. » Mais non, c'est pas la même équipe. Ça me déçoit tellement de toi, Martin. Là, un matin, là, je suis déçu. Je te le dis, Luc, là, puis Martin, je suis déçu de Martin. Je suis
suis obligé d'être d'accord avec lui. Ça, je déteste ça. Oui, Martin, tu as raison à 150 Ouais. Moi, je suis comme. En plus de ça, tu as oublié quelque chose. Je n'ai pas trop fatigué dans le camp d'entraînement, M. Price. Non, tu as raison. Bon point. Donc, moi, comme toi, là, si je. Il ne faudrait pas qu'on soit entraîneur, nous deux, ça serait drôle. Un matin, on annoncerait un duo. Pas de duo, c'est Price. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais que veux-tu? Je pense que le Canadien va nous trouver des excuses pour ça, mais je peux rien y faire. Oui, puis tu sais, le surtaxage, moi, on repassera. Puis tu peux pas demander le même rendement à un gars que tu payes 10 millions et à un gars que tu payes 1 million. Oui, ça, c'est vrai. Dans les chiffres, là, c'est illogique. De toute manière, Martin, tu as raison sur une chose. Si Carey Price dit à Claude Julien, coach, demain, là, je vais juste aller m'étirer un peu avec Stéphane Sadler, j'en prendrai pas gros. Je vais pratiquer mercredi matin pour jouer contre Buffalo, puis je vais m'étirer jeudi un petit peu, puis je joue. Es-tu d'accord? Claude Julien va dire, pas d'accord? Ben d'accord, mon homme. Absolument. Mais ça ne passera peut-être pas comme ça. Puis tu sais-tu quoi en plus? L'aspect psychologique, là, le Canadien, il est 1-0-1. Le Canadien s'en va à Buffalo avec Kincaid, puis ils perdent. Le Canadien joue pour 500. Oui. Okay? L'aspect d'arriver à Montréal, là, 2-0-1, là. Oui, d'accord avec toi. Mais tu disais que Buffalo avait un bon début de saison. Donne-moi donc la fiche des Red Wings. 2-0. Pas pire aux autres aussi. Pas pire. Oui. Ben, oui, je vais faire jouer Carey Price aussi. Mais c'est ce que je te dis. Moi, là, je prends pas d'étoiles à légère. Je me dis, oh, un instant, il y a un début de saison pas pire. Ils sont à un point en avant de moi. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est incroyable comment, moi aussi, je pense exactement comme toi. T'inquiète. Je me dis qu'ils prennent des congés à l'entraînement, je m'en fous comme dans l'an 40. Absolument. Mais au match, s'il me donne des performances comme il m'a donné les 2 matchs en Caroline et Toronto, je signe un contrat dessus. Parce que le gars qui a gagné le match en tir de barrage puis qui a levé les bras avec arrogance en direction des estrades, crime, tu le veux dans le filet au prochain match. C'est pas vrai que tu veux le lasser. Tu dis, hey, t'as un momentum, t'es au top de ta game. Va t'asseoir. Parce que lui, là, tu sais, je suis pas mal sûr que le but égalisateur qui s'est laissé déporter un petit peu trop sur sa droite, que Matthews a compté le but égalisateur. En tout cas, on va parler pour moi. Selon moi, il s'est dit dans sa tête, OK, là, je viens de bousiller l'effort de mes chums, là. That's it, il n'y en a plus qui rentrent. Depuis ce temps-là, il a arrêté Marner en échappé, il a arrêté 2 échappées de Tavares en prolongation. Puis après ça, il est arrivé en tir de barrage. Crime, dans l'ordre, là, c'est... m'excuse, je ne veux pas insulter le Canadien. Là, c'est pas Will puis Barron. Là. Il y a eu Matthews, Marner puis Tavares, puis ils n'ont même pas passé proche de scorer. Mais je regarde la situation. Là. Matthews, là, j'ai fait la remarque à des gens qui étaient avec moi. J'en reviens pas, ce gars-là, comment il marque des buts. Quand il prend un lancer, là, c'est comme si les gardiens de but disparaissaient. C'est comme si le but bougeait. C'est comme si la rondelle était plus petite. C'est incroyable comment ce gars-là a l'instinct de marquer des buts. Là. Ça a fait peur. Nous autres, on a rattrapé une palle, un patin, la barre horizontale, le poteau, le gardien est arrivé à temps. Du côté du Canadien, tu n'as pas en anglais, on dit un sniper, là, un marqueur, là, un tueur d'équipe avec des buts, là, c'est ça, là, un gars qui t'a fait mal. Lui, là, c'est hallucinant. À chaque fois qu'il lance une jambe, du poignet, c'est dans le but. Il y a plusieurs réactions par rapport à Carey Price. Je vais vous en lire une couple, les gars. Tu parlais tantôt qu'il avait l'air content. Là, Joël Archambault sur Facebook, il dit la tenue de Price, son body language, ça a l'air distanté. Incroyable. C'est qui a dit ça? Joël Archambault, il y en a une couple Chapeau, aussi. Là. Il y a Martin qui dit Price répond présent. Puis c'est le fun parce que tu t'en as parlé, là, malgré les 5 buts, c'est la vedette du match. Puis les commentaires sur Carey Price sont super bons depuis le début de la journée. Je vais aller plus loin. Là. Price 1-0-1 s'affiche. Il y a 900 de pourcentage d'arrêt, puis il y a 3,69 de moyenne. Tu nous aurais dit ça avant le début de l'année, 900 puis 3,69, on aurait dit Canadien 0,2. Mais aimes-tu mieux que Price est 0,2 puis 948? C'est comme tu viens de dire, c'est exactement ça, Martin. Des victoires valorisantes pour lui. C'est incroyable. Ces 2 matchs-là, là, il a été fumant, il a été très bon. Puis non seulement ça, le sourire que ce gars-là a d'en face après les matchs, tu sais comment il peut être assez platabon là, après un match, là. Il est content d'être là. Tu sais, un gars qui fait une erreur devant lui, puis qu'il est fier de la réparer au lieu d'être en maudit, d'être surchargé de travail pour des erreurs de ses coéquipiers parce qu'il voit le travail, il voit l'effort qui est mis. Honnêtement, moi, je pense qu'il faut que tu y ailles avec ton meilleur gardien pour les 2 matchs de mercredi et jeudi. Luc, là, je vais te dire quelque chose. Je suis tanné d'être d'accord avec Martin pendant 10-15 minutes. Là. Je pogne des boutons. J'ai des boutons. Là.
OK, bien, je vais t'amener ailleurs. On va peut-être se pogner. OK. Claude Julien qui décide d'enlever ses mains dans ses poches. C'est une figure de style. Là. Pas dire que ce gars-là coach ses mains dans les poches, mais normalement, là, quand il met des trios sur la glace, c'est assez rare qu'il va changer ça en cours de route. C'est revenu comme ça ce matin, par exemple. C'est revenu comme que c'était, mais c'est pas grave. Il a amené Drouin avec Domi et Barron et ça a eu un effet sur le match. Moi, là, entièrement d'accord. Premièrement, là, tu as raison. Pourquoi je dis ça qu'il a raison? Tu as presque raison. Martin Danon-Rivin, c'est vrai. Tu as raison de dire que Claude, à 4-1, il s'est enlevé les mains des poches. Il a dit, hey, wow, là, on arrête ça va pas bien. Price est là, mais j'ai rien d'autre. Bon, défenseur. Là, il a changé de trio. Bravo, Claude. Fallait qu'il le fasse. Il l'a fait. La seule chose, c'est que là, pour moi, le côté négatif de ça, c'est que là, il a dit à Suzuki, là, tu viens de jouer comme une des bonnes formations offensives de la Ligue et physiquement imposant. Comme tu as dit, Martin, en début de reportage, c'est pas les plus rapides, mais ils sont puissants ce patin. C'est des gros bonhommes. Ils travaillent bien. Là, Suzuki ne tenait pas le coup. Là, il a mis positionné Suzuki sur le 4e trio. Paul Byron, là, c'était fantastique. Moi, j'ai dit un matin à Luc Bellemare à 9 h le matin, s'il garde les mêmes trios que lors de la fin de match contre Toronto, c'est tout un message à Suzuki. Rappelez-vous quand Marc Bergevin a dit, j'ai posé la question à l'antichambre, j'ai dit, Marc, si jamais pour la victoire ou la défaite, il m'a répondu, les jeunes, ils vont jouer si je sens et je le cite, s'ils tiennent le pace. Le pace, c'est le rythme. Exact. Il dit, ils vont jouer. J'ai dit, bravo, Marc. Maintenant, Suzuki ne tenait pas le rythme contre les Maple Leafs. Claude l'a enlevé. Là, il va jouer contre Buffalo, il va jouer contre Détroit. Il faut que Suzuki prenne ça comme une tape ses doigts, pas négatif. Tape ses doigts en disant, wow, là, j'ai eu un bon match en Caroline. J'ai douté un peu Toronto, il faut que je me reprenne. Il faut qu'ils tiennent le rythme, puis il faut qu'ils tiennent plus souvent qu'ils ne tiennent pas. Sur 10 matchs, exemple, 8 fois qu'il y ait le rythme, 2 fois pas le rythme, ça va être pardonnable. Parce que, là, tout le monde sait, j'espère que Martin est au courant, Péling à Laval. Oh, pas bien. Moyen, on va dire moyen, on va être gentil. Moyen, l'équipe moyenne. Rappelez-vous quand Mété est descendu, ça allait moyennement. J'ai été le voir jouer 2 fois, c'était pas vraiment quelque chose qui me plaisait. On l'a remonté, là, il est reparti. Péling, on va le remonter. Comment on pourrait faire ça? Bon, là, j'ai appris, on a vu ce matin, Cousin peut-être blessé bas du corps, peut-être, mais il faut le faire jouer. Sinon, ça pourrait être une transaction entre Suzuki et Péling pour que les deux puissent jouer puis avoir du temps de qualité. Mais il faut, puis là, je dis pas que c'est ça qui va se passer. Je vous dis, si jamais Marc Bergevin, Claude Julien s'aperçoivent qu'un des jeunes, puis je pense que Fleury tient le... Je vais employer le mot anglais pace, comme Marc Bergevin dit, puis c'est correct, le rythme, mais il faut que Suzuki le tienne aussi. Sinon, on va donner un break à Péling, ça c'est sûr. On ne voudra pas le garder à Laval si ça ne va pas bien individuellement et en équipe. On va le remonter avec le Canadien. Ça, j'en suis persuadé. Donc, tu ne penses pas qu'il faut que ça aille au mérite? Tu penses pas qu'il faut que ça aille au mérite? Tu penses pas qu'il faut que Péling domine la Ligue américaine? Non, parce que Martin, rappelle-toi, je t'ai donné l'exemple. Victor Mété, on l'a descendu à Laval l'an passé. Je suis allé le voir jouer 2 fois. J'étais une fois, d'ailleurs, avec Charles Perrault, notre patron RDS, et je te dis, Martin, il faisait pas la différence. Il prenait de mauvaises décisions. C'était pas évident. D'ailleurs, on l'a remonté parce qu'on lui avait dit, tu ne seras pas là longtemps. Ouais. Et il était meilleur. Là, la question que je pose, c'est une question. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec Péling? J'ai hâte de voir. D'ailleurs, je veux rajouter quelque chose sur Mété. On ne passera pas un show sur Mété. Non. Mais le premier but du Canadien de Domi, Mété fait clairement le geste parce que, tu sais, on chip derrière Mété. Weber va aller chercher et Mété fait vraiment le geste à Weber en disant c'est beau, j'y vais. Il y a le gars aux trousses, il sait que par son coup de patin, il va arriver avant, mais il sait qu'il va manger la mise en échec quand il dit à Weber c'est beau, j'y vais. Il y va en sachant très bien qu'il aura cette mise en échec-là. Ça a sorti à Weber, ça a sorti dans le milieu, puis ça a sorti le bord à Domi. Ça, là, c'est. Je pense pas qu'il y a eu de point là-dessus, mais ça, c'est une pour l'équipe. Oui, mais tu parles de Weber, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Weber. Mais d'après moi, là, s'il faisait juste les détester, je te dirais, c'est correct. Il haït Toronto. Il m'a te parlé en québécois, là, ça reste juste entre nos doigts. Il évarge pas à peu près. C'est la barouette que je trouve que Weber lui fait mal. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe contre Toronto. Rappelez-vous le match qui avait le préparatoire. Il l'avait assommé. Pierrot avait dit il a donné... c'était un peu l'arbalète, je ne sais pas comment il avait appelé ça, là, mais c'était un coup de poing qu'il a donné. Puis je
je vais te dire que j'ai trouvé que samedi, Weber, il était dur avec eux autres, pas à peu près. Ouais, tu peux en parler avec Nylander, tu peux en parler avec Marner aussi, qui se sont fait brasser les Canadiens, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, les auditeurs en faisaient mention un petit peu plus tôt dans le podcast, dans l'intervention que Weber est solide. Tu sais, les gens lui reprochent son manque de vitesse, là, mais comme des équipes comme Toronto, là, tu es content d'avoir Weber dans ton équipe. Là. Absolument. Ouais. Penses-tu que le 31, quand il voit le 6, il est content? Ben, c'est ça. Hey, on parlait tantôt de Suzuki, c'était difficile. Puis on va finir ça avec Drouin. Là. Mais juste pour parler de Suzuki 2 secondes. Surtout, j'ai une séquence en tête. Là, le puck sortait pas entre lui et Chariot. Je ne sais pas si c'est... je trouvais que Chariot, il mettait des patins à tous les fois pour la sortie le long de la bande. Puis je sais même pas si c'est sur ce jeu-là que ça a fini dans le filet finalement parce que là, il se fait soulever le bâton Suzuki derrière le filet pour... mais je pense que c'était une séquence précédente. Là, je voulais bien croire que Suzuki ne sortait pas, mais l'autre, il ne l'aidait pas, il donnait ça dans les patins à tous les fois. Je ne savais pas quoi penser. Bien, moi, là, je trouve qu'il y a des vétérans qui peuvent t'aider. Moi, je pense que Weber, c'est un vétéran qui va t'aider parce qu'il va te faire une passe directement sur la palette ou il ne fera pas la passe parce que tu risques de te faire frapper ou tu ne seras pas de la sortir. Donc, il y a cet instinct-là. Petrie est un peu de même. C'est rare que Petrie met quelqu'un dans le trouble parce qu'il est rapide, il est mobile. Mais Chariot, là, lui, il s'est dit, moi, là, je suis dans le trouble, je ne la veux plus. Le petit May-West, je ne le veux plus. Ça, j'aime pas cette situation-là. Ça prouve que ce sont des défenseurs ou des ailiers ou des centres qui sont pas capables de dire, bon, ben moi, je vais prendre ma mise en échec ou je vais garder la rondelle ou je vais essayer de faire un hors-jeu. Mais là, il donne la rondelle à un autre en disant, bon, démerde-toi, c'est à toi de l'avoir. Puis comme tu dis, quand il y avait un patin, quand le jeune, il y a un stress d'échec avant rapide de la part de l'autre équipe, c'est sûr qu'il panique un petit peu. C'est tout à fait normal. Sauf que d'accuser Chariot, je dis non, il n'est pas capable de t'en donner plus. Il te donne ce qu'il doit te donner. Puis avec Petrie, il forme un bon duo parce que Petrie, pour moi, a eu un très gros camp et un bon début de saison. OK. Il y a quelqu'un qui écrit, puis je me souviens jamais de son nom, Fancy Pence. Je m'en rappelle pas, excuse-moi. Écrivez vos noms quand vous avez des avatars comme ça. Puis, tu sais, moi, je parlais, le rappel est au mérite. Toi, tu disais ça va être Poehling. Mais Belzile n'est pas celui qui mériterait. Oui, mais Martin, est-ce que Belzile, il a 27 ou 28 ans, qui fait partie de ton avenir? J'espère que ce que Marc Bergevin nous a dit est vrai. Jusqu'à preuve du contraire, je le crois. Il a fait une promesse à Poehling parce que ça n'a pas été facile pour Marc de couper Poehling en lui donnant des raisons. Une commotion, il savait qu'il y avait un gros camp. S'il a fait une promesse, il va falloir qu'elle tienne. S'il la tient avec ce jeune-là, lui, il va passer le mot aux autres. Il va dire, inquiétez-vous pas, quand le DG te parle, il va le faire. Donc, moi, je ne vous dis pas que ça va se faire demain, là, si on rappelle. C'est pas ça. Ça dépend de Cousin, ça dépend de la blessure de Cousin. Oui, Cousin, puis ça dépend aussi si les 2 prochains matchs, dans le cas qu'on finit encore le match avec Suzuki sur le 4e trio, ce que je ne souhaite pas, mais là, il va peut-être dire, écoutez, là, Claude, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai gagné le match. Oui, ça, je suis heureux pour toi, mais là, on fait quoi avec le jeune? Ben, peut-être l'envoyer à Laval 2 semaines, comme tu as fait à Poehling. On va acheter du temps, on va voir s'il y en a un. On ne veut pas de blessure, mais d'autres quelque chose qui se produit. Tu sais, ils vont, moi, je dis simplement, achète du temps. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Je ne sais pas. Mais peut-être que ça pourrait être ça, parce que là, je sais que Poehling à Laval, c'est coup-ci, coup-ça. Ouais, ben moi, j'ai vu Jonathan Drouin. J'ai vu le match vendredi, petite parenthèse, là, puis Poehling, pas juste Poehling, en fait, là, mais Poehling, ça a été difficile. Puis à un moment donné, il y a eu 1 ou 2 séquences. Premièrement, il n'a pas beaucoup touché à la rondelle, là, mais il y a eu 1 ou 2 séquences qui s'est fait frapper assez solidement. Puis je trouvais qu'il s'exposait beaucoup aux mises en échec. Là. Il s'est fait frapper durement à un moment donné en arrêt du but, là, Poehling. Puis il y avait eu sa commotion, tout ça. Tu l'as vu, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a pas évident. Un petit 2 semaines complet avec un petit voyage sur la route pour Poehling, peut-être ça ferait du bien aussi. Oui. Le temps qu'il prenne un rythme, parce que là, il y a la déception. J'étais dans la Ligue nationale, le monde m'aime. Pourquoi il m'envoie à Laval? Mon dernier match, j'ai joué à Montréal, j'ai marqué 3 buts. Je n'ai même pas joué un autre des mineurs. C'est juste qu'il y a 4 mois que c'est pas autant de ça. Non, mais t'as raison. Jonathan Drouin. Ouais, plusieurs bons commentaires à date, là. C'est le fun. Qu'avez-vous pensé de la performance de Jonathan Drouin? Impliqué, je pense. Très bonne. Moi, je suis pas. Moi, Jonathan Drouin, je l'aime comme homme. Je l'aime pas comme joueur quand il ne travaille pas. Il a le talent, je l'ai toujours dit, il a des mains extraordinaires, il a un coup de patin, il a un bon lancer de poignet. S'il s'implique, il va aider le Canadien. Et tu as raison, Martin, encore une fois. Il a fait ça pendant les 2 matchs et ça a apparu, ça a aidé tout le monde, ça a aidé le Canadien, son trio. Les autres joueurs semblaient heureux de le voir
ça a de l'air avec lui. Ça, c'est un point positif. J'ose espérer qu'il va continuer. Moi, voilà pour Jonathan Drouin. Coup de patin explosif, acharné pour récupérer rondelle, tout ça. La seule, moi, je vois juste, puis tu le sais, là, moi, j'ai fait au moins 2 émissions, là, je voulais qu'on lâche Jonathan, puis que, à la limite, je disais, applaudissez-le au Centre Bell, là, il va être surpris. Puis Éric Bélanger avait fait un coming out assez fort sur Jonathan Drouin en voulant dire, laissez-les tranquilles, parce que vraiment qu'il part de chez eux en disant, je vais aller me pogner de bain à l'aréna. Ben non, il a raison. Parenthèse, d'ailleurs, on pourra dire à Éric Bélanger ce matin que Jonathan Drouin a fait son point de presse debout dans son stall au lieu d'être assis. C'était important pour Éric. Donc, pour moi aussi, je l'ai dit. Oui, c'est vrai, c'est un très bon point. Éric, depuis qu'il est entraîneur dans la Ligue Midget 3, là, tu vois qu'il prend de la maturité, qu'il va devenir un bon entraîneur. Bon, bien, aujourd'hui, il était debout, Drouin, avec un beau sourire dans son stall. Moi, tout ce que je veux de Jonathan Drouin, puis qu'il ne le fait pas encore, surtout, mettons, en avantage numérique, quand que, le défenseur est en haut de la zone, je veux le voir rentrer un peu en dedans des points. Quand son défenseur est occupé, là, c'était Petrie, je pense que quand son défenseur est occupé, il retourne le long de la bande, entre le point et la bande. J'aimerais ça, un peu comme Nylander a fait sur son but, rentrer en dedans du point puis descendre. Nylander a quasiment 1 semaine et demie avant de tirer sur Price, mais il était à l'intérieur du point. J'aimerais ça voir Joe rentrer un petit peu plus par là, mais ceci étant dit, là, on est à 9,8 avec Jonathan. Tu as raison, Martin, c'est pour toute la ligne, encore une fois. J'ai effacé ça, ce programme-là, aujourd'hui. Mais tu as tellement raison. Toi, tu es comme moi. Tu aimerais que de temps en temps, qu'il rentre entre les 2 points, qu'il marque un but, qu'il paye le prix, ça fait moins mal. Mais de temps en temps, qu'il rentre entre les deux points, qu'il ne marque pas de but, puis qu'il paye le prix, ça, c'est bon, une bonne note pour lui et pour l'équipe. Il ne le fait pas assez fréquemment. Mais comme tu dis, il a bien joué les 2 matchs. On va y en demander un peu plus parce qu'on sait qu'il y a énormément de talent. Et il est capable de le faire. Il a la vitesse pour faire ça. Il s'agit maintenant de temps en temps de prendre un coup de bâton. Aïe, aïe, mais quand la lumière rouge allume, ben non, c'est pas tout fait mal. Mais des fois, c'est aïe, aïe, la lumière rouge allume pas, puis là, ça fait mal. Tu sais, un commentaire qu'on reçoit, William Dubé sur Facebook, puis il y en a quelques-uns aussi là, sur notre page On Jase, il dit Drouin joue bien parce qu'il patine. Puis dans les 2 premiers matchs, c'est rare qu'on ne le voit pas bouger ses pieds. Oh non. On vous parlait d'intensité, tout ça. Là, je pense que les gens le remarquent. Puis tout le monde écrit sur nos pages affichez la paix à Drouin. Rappelez-vous-en l'année prochaine pendant le camp d'entraînement. C'est ça. Let's go, Gaston. Let's go, Gaston. On s'en rappeler, mais un camp d'entraînement, c'est fait pour se préparer. Ça ne veut pas dire que ça va être de même toujours pour Drouin, un mauvais camp et un gros début de saison. Encore là, du gros début de saison, on se calme. Ça fait 2 matchs. Hein? C'est un début de saison de 2 matchs. Tu as raison. Ouais. Mais moi, en tout cas, j'ai rien à dire. Comme je vous dis, pro Drouin depuis le début de la saison. Chez lui la paix. Puis ça va bien pour lui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'il a fait pour Nick Suzuki à Toronto. Oui, pour ses billets. Gas, Suzuki, mettons, avait 2 billets pour ses parents. Oui. Puis là, son frère a pu se libérer. Son frère qui a été repêché par les Hurricanes. Fait que son frère voulait venir avec, mettons, je connais pas l'histoire, les parents, tout ça. Puis mettons qu'il n'avait plus besoin de 2 billets, il en avait besoin de 8. À Toronto, les billets ne sont pas 15$ comme en Caroline. Là. Fait qu'il est arrivé avec un petit bill, pas trop pire. Et c'est Jonathan Drouin qui a dit non, tu ne payes pas ça. Je vais payer les billets pour toi. Et c'est Jonathan Drouin qui a invité la famille Suzuki. Parce que je présume que son contrat de 900 000 à Suzuki, il n'a pas touché le premier chèque. Ça doit être aux 2 semaines. Là. Fait qu'il attend jeudi impatiemment. Tu vois, là, il faut qu'il devienne un leader, un jeune vétéran leader. Je suis persuadé parce que je pense que c'est un gars généreux. S'il a fait ça, chapeau, Suzuki va s'en rappeler toute sa vie. Ouais. Bravo. Puis un jour ou l'autre, Suzuki le fera peut-être pour un autre joueur recru. Puis c'est comme ça la roue tourne. Et je sais que Shea Weber est très, très, très généreux avec les joueurs de l'équipe. Il les amène souvent chez eux. C'est le capitaine. Ça ne veut pas dire parce que c'est le capitaine qu'il est obligé de dépenser 200-300 000 par année pour l'équipe. Il le fait. Bravo. Ça prend du leadership. Mais quand tu gagnes, c'est-tu facile d'être gentil? Ah, c'est sûr. C'est clair. C'est sûr. Mais tu sais, je sais pas, là, on parle de langage corporel, tout ça, depuis le début de la saison. Mais il a l'air, Jonathan, comment je peux dire ça? Je veux dire neutre. Tu sais, dans la mesure où est-ce que c'est peut-être moins de up and down. Il a l'air heureux. Oui. Non, moi, je vais rester au milieu des deux. Je ne vais pas être d'accord avec Martin, mais je vais rester au milieu de vos deux. Il est moyennement neutre.
Bon, tu vois. Moyennement. Juste avant de laisser Gaston, là, y a plein de monde sur rds.ca, /onjaz, qui demande, en fait, tu sais, Marc, il dit « J'ai l'impression que Jeff Petrie s'améliore d'année en année, c'est beau à voir tout ça. » Un autre commentaire, j'aimerais entendre Martin nous parler du jeu de Petrie. Tu as été souvent sur son cas l'année passée, Martin, de Jeff Petrie. Il dit c'est le vrai défenseur numéro 1 à Montréal depuis 2 ans. Un commentaire sur le début de saison de Petrie? Tu vois, je vais être en total désaccord avec monsieur. Petrie, il paraît mieux justement parce qu'il n'est pas celui qui joue contre les meilleurs. C'est chez Weber qui affronte les meilleurs. Puis Petrie est dans une meilleure chaise présentement et peut-être également qu'un partenaire comme Chariot, c'est ce que ça prenait pour Jeff Petrie parce que Petrie s'exprime, il patine avec la rondelle. Oui, puis il reste que du côté de Petrie, peut-être que sa préparation était très, très bonne cet été. Il est arrivé en santé. Il s'est dit, comme vétéran, il faut que je fasse attention. Il vieillit, comme tout le monde. Donc, mais c'est vrai que moi, Chariot, je suis persuadé que ça allait mis Petrie en confiance. Puis le fait, je pense pas que Petrie est capable d'assumer un rôle de premier droitier à Montréal ou n'importe où ailleurs. Mais comme deuxième, il est excellent. Puis quand il y a une blessure, il peut le faire à court et à moyen terme. Et ça, bravo, je lève mon chapeau à Petrie. Oui, il y a tout un début de saison. Tu sais, pour vous donner un exemple, là, puis Gaston, tu me diras si tu es d'accord ou pas. Longtemps, on a pensé que Jay Bouwmeester était un défenseur numéro 1 dans la Ligue nationale. Quand Petrie est arrivé avec les Oilers, on pensait qu'il allait être le défenseur numéro 1. Ça n'a pas fonctionné. Bouwmeester s'est retrouvé dans plusieurs équipes où il a assuré des rôles seconds de deuxième et troisième défenseur. Puis présentement, il est vieillissant, mais toujours un coup de patin exceptionnel. On l'aurait signé à bas prix avec les Blues de Saint-Louis, puis il fait un travail à, je pense qu'il a 35 ans, Bouwmeester. Moi, je pense que Petrie a plus de... un peu meilleur que Bouwmeester. Plus rapide, en tout cas, là. Ouais. Ben, Bouwmeester, ça s'apprécie patineur. Non, mais Bouwmeester, moi, j'aime beaucoup la comparaison de Martin. J'ai-tu encore dit que j'aimais ça? Ben, ça n'a pas de bon sens, Gaston. Non, mais Martin a raison. Moi, je pense que Bouwmeester, c'est le gaucher, puis Petrie, c'est le droitier. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, les deux prennent de bons services. Mais il y a des gens, il y a des vétérans qui se préparent bien pour la saison, puis qui sont sérieux, puis qui veulent réussir. Je pense que Petrie, dans le moment, est en train de démontrer ça à Montréal. Moi, chapeau, il y a tout un début de saison. C'était pas mon préféré non plus. Mais il reste que quand je le vois sur la glace, à la mobilité qui est là, ça doit être rassurant pour la Canadienne de Montréal. Absolument. Puis dans le hockey d'aujourd'hui, tu as besoin d'un défenseur qui va mettre de la pression sur les joueurs qui essaient de sortir dans le territoire adverse. Coup de patin, aller appuyer l'attaque. C'est ce que Petrie représente. Fait que c'est vraiment un défenseur 2019. Mais le Canadien a changé un peu sa façon de faire avec ce défenseur-là. On va dire les mots en anglais, il pinch, il force le jeu énormément en ayant un regard sur le troisième homme. Étant donné que le Canadien est une équipe de mouvement, souvent c'est un en échec avant, un deuxième, et le premier qui a eu l'échec avant revient vers le centre. Quand le défenseur voit que son joueur est positionné pour un repli défensif agressif, regardez Weber le fait souvent, Petrie le fait souvent, ils se compromettent. Puis là, on dit, hop, ils ont pris un risque. C'est pas vrai? Ils n'ont pas pris un risque. C'est dans la stratégie du Canadien de garder la rondelle en bas de zone. Il m'a emmené, ça a foiré, par exemple, une des échappées de Tavares. Fleury descend. Puis Dano, il décide qu'il descend lui aussi. Alors, il y avait juste un défenseur qui s'est fait battre par Tavares. C'est au défenseur de prendre la décision. C'est pas au joueur d'avant. L'avant, lui, est en avant. Le défenseur, lui, doit dire, oups, il n'y a personne, je recule. Mais Fleury va faire des erreurs, mais lui aussi, j'aime beaucoup son début de saison. Tu sais, des fois, on aimerait ça avoir la caméra vraiment loin pour savoir comment le jeu s'est dessiné. Parce que, tu sais, que ce soit un breakout ou que ce soit Fleury, est-ce que Fleury est vraiment descendu le premier puis Dano ne l'avait pas vu? C'est juste belle fan. Dano, il ne vaut pas une claque. Je suis en redé. Dano, arrête de niaiser. C'est parce que Gaston... Un bon début de saison. Gaston, il veut mettre un peu le feu pour demain. Là. Gaston, il ne faut pas que tu sois d'accord avec Martin demain. Il faut trouver quelque chose. Là. Ben, je me suis rendu compte ce matin, j'avais un petit fièvre. J'ai-tu parlé à Martin Lemay, moi, aujourd'hui? Ciao, buddy. Attention à toi. Salut, les amis. Bye. C'était Gaston. Ben, je veux juste revenir sur comment on a eu du fun à regarder ce match-là. Ben oui, effectivement. Les gens qui écrivent. Là, aussi. Oui, certainement. Mais tu sais, c'est Michael, je pense, qui disait sur Facebook tantôt, le match dure quand même 60 minutes, puis à un moment donné, se réveiller à temps, là, ça ne sera pas toujours ce résultat-là. Là, jouer une période et demie, puis espérer un résultat positif. Là. Et si Frederick Anderson avait été dans le filet, pas certain que le Canadien serait revenu. Aussi. Mais il était pas là.
Puis ils l'ont fait, c'est ça qui compte. Exact. Puis quand on va regarder les victoires à la fin d'année, on va dire ouais, on a gagné contre Toronto, mais on ne mérite pas de rentrer en série. C'était Hellebuyck. Ben non, tu rentres en série. C'est ça, exactement. Bruce, sur notre page, il dit d'après moi, Gaston a bossé le char. D'après moi, Gaston, c'est très bon. Dominique, sur On Jase, on va mettre fin au Facebook Live dans quelques instants. On va poursuivre la discussion avec vous. Et aussi, Pierre Lebrun s'en vient pour sa première de la saison. Il n'a pas parlé encore cette année. Ouais. Dominique, il dit Ben Sherrod, bien que différent sur plusieurs points, il lui fait penser à Alexei Emelin pour sa présence physique. Il frappe, il pousse, il tasse les autres joueurs. Il semble plus physique que Jordy Ben. Je pense que les gens aiment avoir des comparaisons. Puis il dit qu'il n'a pas vu son lancer, mais apparemment très puissant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le début de saison de ce défenseur-là qui jubilait avec Petrie? Tu vois, je demande d'avoir un plus grand échantillon. Il a fait des choses qui m'ont gossé. On va te le dire de même. Tu te souviens quand je t'ai parlé le but en Caroline, là, où ce qui s'est pitché sur Price, j'aurais aimé ça qu'il reste sur ses patins. Cette séquence-là que je te parle avec Suzuki. Mais avant de juger, je vais demander à avoir plus de 2 matchs de la part de Ben Sherrod. Puis encore là, il serait le fun d'aller voir, quand le Canadien sera à Montréal, d'aller voir des matchs en personne parce que en personne, tu vois juste déployer, tandis que à la télévision, on voit ce qu'on nous montre à la télévision. C'est sûr. Donc, on va mettre fin au Facebook Live. Fin au Facebook Live parce que Pierre Lebrun s'en vient. On y a jasé tantôt, il est en grande forme. Donc, je t'invite à venir. On va l'appeler. On va l'appeler. Tu vois Luc qui dit Gaston a changé son opinion l'année passée, il voulait échanger Petrie. Il le valorise. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, effectivement, Petrie. Puis je pense que Raphaël, tantôt, il disait aussi sur notre page que comment Petrie ne peut pas affronter les meilleurs adverses, parce que c'était un peu ça l'argument tantôt. Là, parce qu'il a joué 28 minutes. Il a joué 28 minutes. Fait inévitablement, à un moment donné, il s'est retrouvé sa patinoire avec ces joueurs-là. C'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, le match-up que tu vas avoir, le meilleur. Puis même encore là, je dis ça, puis en le disant, tu sais, moi j'affronte les Oilers Edmonton, pas sûr que je vais avoir Weber contre McDavid. Tu sais, je vais peut-être prendre Petrie qui peut plus rivaliser avec un dur comme Chariot à côté. Mais comme je vous dis, Petrie, on l'a vu l'an passé, dans ce rôle-là, surexposé, il m'a amené à commettre des erreurs. On n'est pas en train de critiquer chez Petrie. Il est dans la bonne chaise présentement. Puis encore là, je vais le répéter. Ça fait combien de matchs qu'on joue? 10? Non, seulement 2. 2. Jeff Petrie n'est pas fatigué. Jeff Petrie est en pleine forme. C'est sûr. On se calme. Juste un dernier commentaire avant de passer à Pierre. Robert, il dit, malgré ses succès, c'est intéressant quand même. Il revient sur Jonathan Drouin là, qui demeure un peu le souffre-douleur de Claude Julien, selon Robert. Parce qu'il était envoyé dans la mêlée, en tout cas à l'entraînement aujourd'hui avec Kotkaniemi et puis Armia. Comment tu vois ça, cette situation-là, par rapport à Drouin? Est-ce que tu aurais aimé le voir tout de suite à l'entraînement, en prévision du match de seulement mercredi sur le même trio avec Domi? Ou, je trouve ça correct, moi, d'attendre. Puis lui, comment il sent? Qui? Jonathan? OK, il est heureux. Ça va bien? Il est heureux, hein? OK. Tu penses pas? Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Moi, Jonathan Drouin est heureux. Son début de saison va bien. Il joue avec le futur premier centre de cette équipe-là. Armia protège bien la rondelle. Ça marchait. Ça faisait juste pas cliquer. Ça a bien été au premier match. Là. Ça faisait juste pas cliquer. Alors, c'est ça, tu as raison. En plus, on a investi 60 minutes sur eux autres. Pourquoi là, on jetterait ça aux poubelles? Donc, on vous rappelle, sont sur la route. Ils ne choisissent pas contre qui joue. C'est un moment le matchage ne marchait pas. Puis Babcock, c'est pas brin d'amour. Fait que... Peut-être qu'on a voulu changer les cartes, réveiller des joueurs, peu importe la raison, mais ils ont bien fait de faire ça. Oui. On peut passer à Pierre? Je sais pas, on est encore sur Facebook? Non, on n'est plus sur Facebook. On n'est plus sur Facebook? Non, on n'est plus là. Okay, j'attendais que tu raccroches. OK, non, c'est raccroché. OK, on a jasé tantôt de préparer la chronique avec Pierre. Peut-être bonne humeur, malgré les deux Cowboys. Les défaites des Cowboys. Ça fait 2 de suite. Là. Hier, encore une fois, ils ont perdu, mais il est de bonne humeur. Pierre Lebrun, salut, comment ça va? Ben écoute, au moins, la 4e quart, les Cowboys se sont démontrés. Fait que j'étais fier de leur remonter. Et c'est une longue saison. Faut être positif dans la vie. Si t'es pas positif, il n'y a rien qui va arriver de positif dans ta vie. Exactement. Les Cowboys qui ont perdu face aux Packers hier dans un match, comme tu l'as dit, là, où les Cowboys sont venus de l'arrière. Mais là, Pierre, le match de samedi, là, puis nous autres, on a vu le match de jeudi contre les Hurricanes. C'est le même toute l'année. On va en avoir pour notre argent à regarder le Canadien jouer. C'était spectaculaire à souhait. Ah, c'était le fun. En tout cas, sur le côté personnel, j'ai amené mes enfants au match. Billet. Et puis, on avait des bons sièges. Je fais ça une fois par année. Il ne faut pas le faire plus souvent que ça à Toronto. Les billets sont trop chers. Ouais. Mais j'ai fait ça avec les enfants. Mon garçon, lui, il frappe le Canadien. Et mes 2 filles prennent pour les Leafs. Alors, moi, j'étais l'arbitre.
Et puis, mais ça a été tellement mouvementé comme spectacle. Tu sais, comme journaliste, je pense des fois on oublie c'est quoi ça, tu sais, aller s'asseoir dans les sièges et faire partie du spectacle et de prendre une bière et pas avoir le focus sur notre article ou ce qu'on va dire sur le podcast. Juste d'être père de mes trois jeunes jouent au hockey. Ils adorent le hockey et leur expression durant le match, leur émotion, c'est vraiment... On oublie des fois pourquoi ce qu'on fait dans la vie. Et puis moi, ça m'a vraiment rappelé moi-même ma passion quand j'étais jeune pour le hockey. J'adore ça. Puis en plus, tu as frappé le match, l'émotion. Même si tu es supposé être dans l'impartialité, une équipe mène 4-1, l'autre revient de l'arrière, 5-4, 5-5. Tu sais, juste l'émotion, indépendamment pour qui ton cœur vacille, même s'il faut que tu restes neutre. C'était incroyable à l'intérieur, qu'est-ce qu'on vivait, là. Oui, exactement. Écoute, à 4-1, mon garçon, il voulait partir. Évidemment, il n'y avait aucune question de ça. Puis, évidemment, la remontée, écoute, le tir de pénalité. Écoute, sur le côté professionnel, maintenant, on parle du Canadien. Je veux dire, l'acharnement du Canadien. Mike Babcock vient juste de rencontrer les médias avant le match contre Saint-Louis. Et puis, une des choses qu'il a dit, on lui a demandé, c'est quoi les leçons de la façon que les Blues ont gagné la Coupe? Il a parlé d'acharnement des Blues et de comprendre que tu peux avoir tout le talent au monde, mais savoir comment finir des matchs, savoir comment défendre. Et puis, il a lancé un autre compliment encore une fois au Canadien. Samedi soir, il y avait une équipe qui avait l'acharnement. C'est un compliment aux Canadiens parce que la façon que le Canadien joue, la façon les 4 trios jouent, je le sais, moi, je le connais, ça fait plusieurs années, Mike Babcock. Je peux te dire que à l'intérieur, même si la défaite aurait fait mal, il aurait été très impressionné de la façon que les joueurs de Claude Julien ont revenu dans ce match-là. Quand Kapanen a lancé son bâton brisé, j'ai crié dans le salon, c'est une punition. Mais je pensais pas que ça allait être un lancer de punition. Puis des joueurs puis des coachs, je ne savais pas non plus. Toi, as-tu fallu que tu ailles voir dans ton livre de règlement avant d'entendre le corps officiel? Tout le monde dans les estrades, ceux qui me reconnaissaient, me demandaient qu'est-ce qui se passait. Moi, j'ai dit ça va être une punition de 2 minutes. Je ne me rappelais plus du règlement non plus. Hey, non, c'est ça. Crime, on voit pas ça souvent. Oui, non, c'est ça. Justement, la façon de regarder ça, de voir ça après, c'est que c'est la même chose si tu as un échappé puis tu lances ton bâton. Évidemment, on sait que c'est un tir de pénalité, mais tu n'as pas besoin d'être sur un échappé. Si tu lances ton bâton, tu lances ton bâton. C'est ça vraiment à retenir là-dedans. Mais Austin Matthews, là, écoute, je le trouvais encore plus gros sur la patinoire. J'ai fait, mon Dieu, il a pris encore du coffre. Il est imposant. Grosse performance, encore une fois, de sa part. Il marque tellement de buts au mois d'octobre, je t'avais de l'appeler Brian Savage. Je vais dire quelque chose dans mes prévisions avant la saison. Puis écoute, les prévisions nationales de ces jours-ci, who knows, mais moi, j'ai pris Austin Matthews pour gagner le trophée Rocket Richard. Oh! Je sais que le travail qu'il a fait cet été, tu sais que les Leafs, ils ont un entraîneur qui s'appelle Darryl Belfry, qui spécialise sur les habiletés. Et Belfry fait un camp privé durant l'été où il y a des gars comme Patrick Kane qui vont passer du temps avec. Et Austin Matthews, évidemment, c'est son camp qui invite plusieurs vedettes de la Ligue nationale. Puis la seule chose qu'ils font durant le camp, c'est de travailler sur toutes sortes d'habilités. Roman aussi était là aussi cet été. C'est vraiment intéressant. Puis je peux te dire que j'ai parlé avec Matthews au mois de septembre. Il m'a dit qu'il y a 2-3 mois qu'il a travaillé avec cet été, avec Darryl Belfry. Il va décider qu'il va avoir un temps durant la saison régulière où ça va sortir. Puis tu vas le savoir quand ça sort. Ça va être incident. C'est tellement excitant d'entendre ça, un gars qui a le focus là-dessus. C'est le fun pour les partisans. Puis j'ai l'impression que ça va être évident quand ça va sortir. J'ai hâte de voir ça. Puis, tu sais, on oublie des fois que c'est des jeunes joueurs, que ce soit lui ou Marner. Il y a tellement encore de meilleurs en eux à venir. Bien, j'espère, parce qu'on leur paye de l'argent. Oui. Non, mais tu sais, s'ils sont très bons, là, puis dominants comme ils le sont, tu peux t'imaginer, tu sais, quand leur corps va être à maturité, puis quand leur expérience aussi sera à maturité, ils vont être exceptionnels. Puis moi, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que les deux ont beaucoup de pression cette saison pour des raisons différentes. Alors, si Mathieu, la pression, c'est qu'évidemment, on sait qu'il s'est passé en dehors de la glace cet été.
Ouais. Ça n'a pas été très intelligent la façon qu'on a essayé d'arranger ça sans communiquer avec les Leafs, etc. Alors, des grosses leçons de la vie pour enseigner ma vie là-dedans. Faut pas que ça se répète jamais. Alors, ça donne une pression un peu parce que là, les gens te regardent encore plus, tu sais. Puis, sur le côté de Mitch Marner, je pense que la pression, au moins pour lui, c'est qu'il a travaillé très fort pour son contrat. Ça a été très émotionnel. Les partisans des Leafs lui en voulaient durant cette négociation. Là, maintenant, tu sais, avec l'argent qu'il fait, c'est lui qui a eu le plus d'argent de tous les jeunes joueurs qui ont signé des nouveaux contrats cet été. Fait qu'il y a une pression qui vient de ça, surtout que lui, il vient de Toronto. Hein. Il est natif, c'est sa ville. Tous ses chums sont ici, sa famille. Puis, il n'y a pas tout le monde qui est heureux de la façon que ça s'est déroulé dans cette négociation. Fait que, moi, ça, c'est l'autre chose que je regarde. C'est comment lui, comme professionnel, est capable d'opérer là-dedans. Tu sais, tout à coup, quand tu as 5 matchs, 100 points, est-ce que tu ressens plus de pression? C'est naturel à cause du contrat. Alors, ça va être quelque chose, évidemment, à regarder un œil. Avant que je retourne aux Blues de Saint-Louis, Pierre, je voulais te demander comment il était ton coup de patin à reculons, parce que si ça continue, les Jets sont à veille de te passer un coup de fil. Hey. Oui, monsieur. Écoute, on a vu en fin de semaine, Josh Morrissey n'a pas joué le match, je pense que c'est dimanche contre les Islanders, donc ça fait un autre défenseur. Là. Ouais. C'est plus drôle. Là. Ben, ça va être intéressant. Je sais que les Jets ont parlé à d'autres équipes. En fait, ils avaient parlé, je pense, à la Caroline sur Justin Park, évidemment, à part qu'il s'est fait échanger ici à Saint-Louis avec les Blues. La décision, le manque de décision de Justin Park, finalement, paralyse les Jets un peu parce que tu ne peux pas aller dépenser son argent sur le plafond salarial parce que tout à coup, s'il revient dans un mois, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est difficile pour les Jets sans savoir qu'est-ce que Dustin Byfuglien va faire. Ça, c'est sûr. C'est sûr que si les Blues auraient su 2-3 mois auparavant que Dustin Byfuglien n'était pas sûr de son avenir, on aurait essayé plus fort sur les Jets, au moins d'avoir signé Ben Chara qui s'est rendu à Montréal. Exact. C'était un joueur très populaire dans le vestiaire des Jets, un joueur sous-estimé. Ça aurait coûté moins cher de le garder comparé, évidemment, à Tyler Myers. Mais on l'aurait gardé, je pense, parce que les Jets pensaient que Byfuglien ne sera pas là au camp d'entraînement. Alors, c'est très difficile pour les Jets. Tu perds Trouba, Myers, Sherratt et maintenant Byfuglien pour l'instant. Ben, c'est 4 de tes 5 meilleurs défenseurs à part de Morrissey qui sont partis de l'alignement. Combien d'équipes nationales peuvent perdre 4 de leurs meilleurs 5 défenseurs puis ça leur attaque pas la saison après? C'est impossible. Ah, puis Morrissey qui n'est pas là dimanche, a fait tes 5 meilleurs qui ne sont pas là. Ben, bonne chance. Ouais, c'est ça. C'est très difficile. Tu peux avoir tout le talent au monde. C'est sûr qu'ils ont du talent entre Shifley, puis Wheeler, puis Liney, puis Kyle Connor, puis la gang Nicolas Hillers. Mais si tu passes toute la soirée dans ta zone, ça donne rien d'avoir des joueurs d'avant qui peuvent compter des buts. Exactement. Parle-moi de Doug Armstrong. Premièrement, ils viennent de remporter la Coupe Stanley. L'échange de Falk, la signature de Schenn, moi, je ne veux pas y mettre des mots dans la bouche, mais j'ai comme l'impression qu'à Saint-Louis, on se dit, nous autres, au lieu de signer les méga stars, les super vedettes, on va aller chercher tous les bons joueurs. Tu sais, les O'Reilly, les Schenn, les Pietrangelo, les Falk, les Parayko. Ouais. C'est tous des joueurs, d'excellents joueurs de hockey, mais ce n'est pas les premiers à qui tu penses quand tu parles de super vedettes et ça lui donne une profondeur. Là. Sur sa troisième ligne, c'est aussi fort que... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Sa troisième paire de défense est rendue avec... Ils ont 3 droitiers tout simplement exceptionnels à la défensive. Ouais. Il fait tout un job. Là. Il a signé Schenn pour 6,5. Oui. Écoute, la moyenne de salaire de Schenn, c'est très bien pour un joueur de 130. C'est sûr que les 8 ans, par exemple, il y a des gens qui ont critiqué 8 ans, mais tu sais, c'est ça que tu vas faire pour amener la moyenne à un bon niveau, moyenne de salaire. Écoute, tu as parlé de la profondeur des Blues. Leur meilleure ligne d'attaque dans la finale de la Coupe Stanley, selon moi, c'était leur 4e ligne avec Barbachev et ces gars-là. Mais tu ne peux pas avoir une bonne 4e ligne sans avoir de la profondeur. Écoute, j'en ai parlé avec Doug Armstrong la semaine passée après Christine et Schenn. Les Blues, ils veulent continuer de gagner. C'est pas assez qu'ils ont gagné une fois finalement. Ils veulent vraiment essayer de défendre leur titre. Alors, on a essayé de garder le noyau ensemble. C'est pour ça qu'on a été chercher Justin Falk aussi. Encore d'autres profondeurs. 3 droitiers qui sont excellents entre Parayko, Pietrangelo et Falk. Écoute, c'est tout un luxe.
Mais il y a une autre raison, je pense, qu'ils ont été chercher Justin Falk. Puis ça, Doug Armstrong, probablement, il ne va jamais vouloir l'admettre. Mais selon moi, ça lui donne un peu tacticien, parce qu'il y a des négociations importantes qui s'en viennent avec leur capitaine, Alex Pietrangelo, qui peut être joueur autonome sans compensation le 1er juillet. Puis se faire représenter par Don Meehan. En fait, selon mes informations, Don Meehan et Doug Armstrong vont se rencontrer d'ici quelques jours. Vu que les Blues sont au passage à Toronto et évidemment, Don Meehan est basé à Toronto. C'est vraiment le début des négociations avec le capitaine des Blues. Mais je pense qu'une des raisons qui ont été cherchées fort, qu'ils ont signé un contrat de 7 ans, c'est pour faire sûr que s'ils ne sont pas capables à parvenir à un contrat de présidence avec Pietrangelo, au moins s'ils perdent le 1er juillet, ça fait un peu moins mal parce qu'on perd Echo et Justin Falk du côté droit. Je ne dis pas que c'est ça le plan. Évidemment, le plan, c'est qu'ils veulent le signer avec Pietrangelo, mais c'est leur meilleur défenseur. Ça va coûter cher. Puis, comme tu dis, les Blues, ils n'ont pas, c'est pas une équipe qui ont des gars de 10 millions. Ils n'ont pas été bâtis de même. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec Pietrangelo sur ce côté-là. Et pour faire le point final sur ton excellente observation des Blues, quand tu penses aux Bruins et aux Blues qui sont rendus en finale de la Coupe Stanley, j'ai fait un texte là-dessus pour l'Athletic au mois de juin durant la finale. Il n'y a pas un joueur sur les Bruins ou les Blues durant la finale de la Coupe Stanley qui avait un salaire au-dessus de 7,5 millions. Les deux équipes avaient de la profondeur. Les deux équipes étaient au maximum du plafond salarial, mais partageaient des salaires à travers l'alignement au lieu d'avoir 3-4 gars qui faisaient de la grosse argent. J'adore ça. Puis, tu sais, je t'apprends à faire le calcul pendant que tu parlais. C'est 8 joueurs, si je ne me trompe pas, entre 7,5 et 4 millions de David Perron. Tu rentres là-dedans Robert Thomas qui est sur un contrat recru et Maroon qui avait un contrat amical parce que c'était sa région. Fait que tu as tes 9 gars là-dedans là, qui sont entre 4 et 7 millions. Fait que tu n'as pas de gars qui n'ont pas d'affaires là, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que c'est le fun. Tu as raison que les jeunes, ça aussi, ça va coûter plus cher bientôt avec Thomas, Sammy Clay éventuellement. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Robbie Fabry éventuellement? C'est sûr que ça, c'est toutes des décisions. Puis, justement, c'est important de signer Shen. C'est important de voir ce qui arrive avec Pietrangelo parce que si Pietrangelo va aller se faire payer dans 9 millions, comme il dit souvent, puis d'ailleurs, il a le droit de le demander. C'est un joueur de ce trempe-là, avec Pietrangelo. Il connaît des grosses séries. Mais est-ce que ça peut fonctionner à Saint-Louis à ce prix-là ou non? C'est intéressant parce que je vais te donner un autre défenseur où il est dans la même situation que Pietrangelo présentement. C'est Roman Yossi, le capitaine des Prédateurs. Il n'est pas encore signé. Lui aussi, joueur autonome sans compensation le 1er juillet. Ça fait depuis le mois de juin que l'agent de Roman Yossi discute avec les Prédateurs. Ça va d'un côté et de l'autre. Il y a eu beaucoup d'offres des deux côtés, mais pas encore signé. Je pense que ça va se faire éventuellement. Mais c'est intéressant parce que David Poile, après qu'il a perdu Ryan Suter pour rien il y a plusieurs années, en 2013, je me rappelle quand il m'a dit il ne va jamais se mettre dans une position de même où il va perdre un joueur de noyau pour rien le 1er juillet. Qu'il va avoir soit des deadlines ou un moment dans une saison où tu vas avoir tu vas savoir si tu peux signer ou non un joueur de ce trempe-là. Alors, on n'est pas encore là. Il y a plein du temps. Évidemment, il y a une saison à jouer. Mais je ne sais pas si Roman aussi ne signe pas durant la saison. Ça va être très intéressant de voir comment David Poile réagir à ça. Oui, puis tu sais bien, j'ai une excellente mémoire. Là, je me souviens également de Poile, ce qu'il avait dit. Je veux également faire référence à ton article que tu as écrit sur les agents libres avec compensation qui ont signé avant le temps en voyant ce qui s'est passé. Je présume que c'est les dirigeants ou les joueurs qui ont demandé, mais je pense entre autres de Brincat. On vient de parler de Shen. Est-ce que ce sera la nouvelle tendance, Pierre? Bien, j'en ai parlé à 360 jeudi parce que c'est intéressant ce qui se passe. Je ne suis pas convaincu. Peut-être que ça va être de même pour tout le monde. Mais on a 4 joueurs assez importants qui étaient pour faire partie des jeunes agents libres de 2020 qui aura pu se mettre dans la même position qu'on vient d'avoir avec Rantanen et Brady Point et Mitch Marner, toute cette gang-là, mais ils ont décidé au lieu de signer un an d'avance. Alors, le premier, c'était Samuel Girard, qui a signé cet été au Colorado. Ça n'a pas fait des grosses nouvelles, mais c'est une signature tellement importante. Joe Sakic m'en a parlé la semaine passée. Il vient juste, lui, de parler en fer avec Rantanen. Alors, pouvoir signer Girard,
puis probablement leur deuxième meilleur défenseur après Pierre Macar, déjà. D'avoir signé à 6 millions par année, 1 an d'avance, tellement important pour l'Avalanche. Ensuite, tu as eu Clayton Keller, qui a signé le 4 septembre, 1 an d'avance encore une fois. Les Coyotes prennent une chance, lui prend une chance. On verra à 7,1, 4 millions à travers de 8 ans. Qui a fait si c'est un aubaine ou si c'est trop payé, on ne sait pas encore, mais les deux prennent une chance et les deux ne veulent pas se trouver dans la situation qu'on vient de voir avec les autres joueurs en 2019. Et évidemment, Thomas Chabot à Ottawa, excellent contrat selon moi. Je pense que les sénateurs vont être contents de ce contrat-là. Et puis, évidemment, Alex DeBrincat qui a signé à sa passe. C'est ça vraiment, cette signature-là qui m'a dirigé pour écrire un article là-dessus, parce que là, tu as déjà 4 joueurs, et DeBrincat qui a compté 41 buts la saison dernière, 4 joueurs qui auraient pu attendre après leur contrat de recrue au mois de juin pour peut-être avoir un peu plus de pouvoir dans leur négociation, mais ils ont décidé qu'est-ce qu'on leur offre. 1 an d'avance, c'était correct. Ils ont décidé de signer. Alors déjà, c'est un peu différent de ce qu'on a vu en 2019, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Absolument. Oui, c'est ça. Les 3 gros, c'est Matt Barzal, les Islanders, Tyler Thibault, Columbus, et Nico Hischier, New Jersey. Ces 3-là, c'est les 2020 qui sortent leur contrat de recrue. Barzal, selon moi, ça va être le mieux payé. Ça va être tout un contrat. Ses chiffres après 2 ans dans la Ligue sont semblables à Mitch Marner. Alors, on verra qu'est-ce que son agent J.P. Barry fait avec ça. Ce serait intéressant de voir s'il y a les statistiques de avant, je fais pas les séries, mais je mets plus qu'un point par match, ou les statistiques de je fais les séries, mais j'ai moins d'un point par match. Ce serait intéressant de voir dans le cas de Barzal. Pierre, avant que je te laisse, on s'amuse à On Jase avec, on appelle ça des Gotti Calls. On a fait un petit tableau, puis que ce soit moi, François Gagnon ou même les auditeurs, ils font des on a été appelés à faire plein de prédictions. Puis s'il y en a une que tu as faite qui était vraiment Gotti, j'aimerais ça la savoir, puis on va en mettre sur notre tableau. Je vais te donner, par exemple, moi, j'ai dit New Jersey, s'ils ne sont pas en série, ils vont être à 1 ou 2 points des séries, mais je les ai mis en série avec Schneider, qui, je pense, qui a pris 2 ans pour se remettre de ses blessures aux hanches. Tu vois, ça allait bien au premier match jusqu'à temps qu'il se blesse. Là, j'ai l'air fou avec mon Mackenzie Blackwood. François, lui, il est allé avec Buffalo. Il était gêné de dire qu'il finirait en avant du Canadien, mais il disait « finiront pas dans la cave, vont challenger pour une place en série ». Fait qu'on a appelé ça Gotti Call. T'as-tu une production de joueurs, une équipe qui pourrait surprendre, un Gotti Call à nous donner? Oui, c'est une bonne question. Ça, j'essaie de penser qu'est-ce que j'ai envoyé à TSN avant la saison. J'amène New Jersey beaucoup. Je pense pas que je les ai mis dans les séries, par exemple. Je pense que je les ai mis 9e. Alors, juste en dehors des séries. Oui, c'est ça. C'est de penser qu'est-ce qui serait surprenant. Je te dirais que j'aime beaucoup les Sabres aussi. Puis, j'ai passé du temps avec Ralph Kruger à Buffalo durant le camp d'entraînement. C'est un entraîneur-chef. Je ne sais pas si tu le connais bien ou non, Martin. C'est un gars qui est tellement impressionnant comme être humain que les gars qui ont joué pour lui dans leur carrière, c'est incroyable les éloges qu'ils ont pour Ralph Kruger. Et moi, je pense que tu vas avoir des sortes de Buffalo cette année, c'est qu'ils vont tout faire pour plaire à leur entraîneur-chef. C'est une équipe, je pense, qui va faire mieux que les gens pensaient. Bien, j'ai hâte de voir ça. Je vais te dire la même chose, j'ai dit à François, j'ai hâte de voir qui va arrêter rondelle. Est-ce que ce soit Carter Hutton toute la saison? C'est sûr. C'est sûr. Écoute, j'en ai parlé de Carter Hutton il y a 2 semaines quand j'étais au camp d'entraînement des Sabres. J'ai dit, écoute, tu prends pas ça de la mauvaise façon, mais si tu demandais aux gens en entour de la Ligue, si tu dirais aux 30 directeurs gérants, tu leur demanderais de faire le classement des meilleurs gardiens au monde, ça serait, tu peux décider l'ordre toi-même, là, mais il y aurait Vasilevski, Carey Price, Sergei Bobrovsky dans le top 5. Puis ensuite, Frederik Anderson et Duke Rask qui serait dans le top 10. Fait que, ça fait tout un défi pour un gars comme Carter Hutton durant les matchs de sa division, plusieurs fois par année. Puis, il est d'accord avec ça. Mais lui, il aime ça. Toute ma vie, il m'a dit, Carter Hutton, les gens m'ont dit que je ne serais pas gardien numéro 1. Là, je suis rendu gardien numéro 1. J'ai toujours dû me battre pour me prouver à tout le monde, puis je vais continuer de faire ça dans cette division. C'est une très bonne réponse. Puis d'ailleurs, je vais te dire, Martin, Carter Hutton, qui, selon les dirigeants des Sabres, est un des leaders qui parle le plus dans le vestiaire, qui parle le plus aux jeunes joueurs, qui parle le plus entre les périodes. C'est un des grands leaders de l'équipe. Ben, écoute, je leur souhaite, mais tu sais ce qu'on dit, hein? S'ils font 10 victoires de suite, ne pars pas en peur. Ouais, surtout après l'année passée. All right, Pierre, c'est bien lancé. Je te souhaite un bon match ce soir. Ça va être le fun, les Blues contre les Leafs de Toronto. Puis nous, on se rejoint la semaine prochaine.
Parfait, Martin. Merci de m'avoir reçu encore. Puis, j'ai hâte de faire ça toute la saison encore une fois. Merci beaucoup, Pierre. Nous autres aussi, on a hâte à la semaine prochaine. On avait hâte de lui parler. Il y avait un petit voyage. Il est allé faire un tour, Pierre, du côté de New Orleans. New Orleans, Nouvelle-Orléans, oui, la semaine passée, voir les Cowboys. Donc, on a retardé son entrée d'une semaine. Mais merci à ceux qui l'ont salué sur nos pages. Pierre est avec nous depuis le début là, de On Jase, donc ça fait 5 ans qu'il est avec nous et je pense que vous appréciez ses interventions, donc merci de le souligner. Des sujets super intéressants par rapport à la masse salariale. J'ai accroché pas mal là-dessus, on en a parlé, là, mais par rapport aux masses salariales des Blues de Saint-Louis et des Bruins de Boston qui avaient atteint la finale de la Coupe Stanley avec des salaires de moins de 7,5 par joueur pour l'équipe. Ouais. Donc, ça amène beaucoup de profondeur. Puis, tu sais, les Canadiens, on est allé voir ça, là, les Canadiens, à part, évidemment, chez Weber, Drouin, son plus haut salarié, 5 millions. Ben, c'est ça. 5,5. C'est Carey Price, évidemment, là, mais Weber, c'est 7,8. Puis après ça, ben, c'est Drouin à 5,5. Je ne sais pas si c'est le même modèle que Marc Bergevin, le Canadien, veut appliquer, mais... en tout cas, je trouvais ça intéressant, ce passage-là, parce que ça amène évidemment beaucoup de profondeur. Au lieu de mettre tous les œufs dans le même panier, comme les Leafs, par exemple, qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Ouais, on ne sait pas ce que ça va donner à long terme. Donc, voilà, c'était Pierre Lebrun. Puis merci encore une fois d'avoir souligné son passage. Je pense qu'on ne fera pas remplir le tableau à Pierre. Là. Je vais aller rentrer ses choix. Ben, surtout que tu as écrit à quelqu'un que tu l'avais fait. Non, j'ai dit je vais le faire à sa place. Il y a quelqu'un qui avait prédit 100 points à Zibanejad. Je ne sais pas s'il l'a fait avant ou après son nombre de points. La date, as-tu marqué quand les gens mettent quelque chose? Non, il aurait fallu mettre la date, mais on va fermer ça bientôt de toute façon. Là. Raphaël, il va de son gars aussi. Il dit Taylor Hall à Montréal en juillet. Bon. Regarde, on verra. Ah. Mais on va remplir le tableau. Raphaël va sur la page Facebook d'RDS. Tu vas voir le tableau est là, tu vas pouvoir le remplir. Voilà, là, je pense que... Hey, je veux faire une plug. Tu veux faire une plug? Oui, le podcast... Ouais, je me permets. Le podcast de Stéphane Leroux est enregistré tantôt, puis je pense qu'il est en ligne maintenant. Ça s'appelle Sur la glace. Oui. Et Steph, il dit, un peu inspiré de votre David Perron, j'ai décidé de le faire avec un joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais pas n'importe quel. Il s'appelle Hendrix Lapierre. Oui. Il devrait être, je ne sais pas moi, top 5, top 10, top 2, top 3, peu importe, au prochain repêchage. C'est un joueur de talent immense. Ouais. Un brillant jeune homme qui, lui, adore couvrir le sport. D'ailleurs, il vient d'écrire son premier texte sur le rds.ca. Un bonhomme hallucinant à suivre. Ouais. Vous allez avoir la première entrevue avec Stéphane. Elle a été faite tantôt pendant que j'attendais je préparais mon show, je les entendais jaser. Allez écouter ça, c'est écran. Le gars joue pour les Sags. Il parle de tout, de rien, de ce qui se passe dans sa vie avec Steph. Puis il va nous écrire des articles. Son premier article est sur son expérience sur la série Linka Gretzky. Ouais. Donc, une fois ou 2 semaines, il va venir dans Balado avec Steph. Puis une fois ou 2 semaines, il va écrire un texte sur le rds.ca. Juste pour vous dire à quel point c'est une famille exceptionnelle. Oui, exact. Sa sœur, qui a, je pense, 16 ans maintenant ou 17 ans, étudie en Italie. Puis à 9 ans, elle écrivait son premier roman. Exact. C'est fascinant. C'est fascinant. Une famille fascinante. Puis tu l'as bien mentionné. J'ai écouté l'entrevue, là, c'est disponible. Un jeune homme très articulé. Il aime beaucoup les médias. Puis c'est le fun parce que tu viens de le dire, là, c'est son année de repêchage. Puis les Saguenayens ont une bonne équipe. Exactement. Avec Harvey Pinard qui est là, Samuel Hood qui avait été repêché par le Canadien. Ça, le podcast sur la glace de Steph Leroux. Ouais. Je vais en faire un autre plug. Nos 2 chums qui se partagent la tâche sur Facebook, Rock et Tim. Rock Carignan, que vous voyez souvent faire les nouvelles à RDS à Sport 30. Tim, qui était avec nous autres dans la première mouture de, quand ça s'appelait encore, 30 minutes chrono, qui vient de revenir à RDS. Ces 2 gars-là font un montage que je suis tombé dessus vendredi passé. C'est toi qui me l'as montré, je ne l'avais pas vu la semaine d'avant. Un montage des meilleurs moments de On Jase. Puis, quand on me l'a proposé, je me suis dit, as-tu vraiment assez de bons moments pour faire ça? C'est bon. Les gars font une sapristi de bon job. Ça donne une bonne idée c'est quoi On Jase. Fait que si vous trouvez la vidéo sur RDS ou la page Facebook de On Jase, partagez-la. Ça va montrer à vos chums de quoi ça a l'air nos niaiseries. Mais ça prend un Rock, ça prend un Tim pour faire ça. Puis on vous dit un gros merci. Ouais, on a du fun. On a du fun. Puis j'espère que cette vidéo-là du résumé de la semaine le démontre bien qu'on a du fun. Absolument. On en a eu aujourd'hui aussi. Hey, ça là, c'est vraiment bien placé.
Non. Ben, c'est parce qu'on enregistre devant le public. Je ne sais pas si vous ne saviez pas. Non, on enregistre devant le public. Ah, non, OK. Non, j'ai toujours dit qu'on dirait la vérité au monde. Ah. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Tim à la mise en onde. Et merci à toi, Luc, d'avoir été là. Merci surtout à vous d'avoir été là. Et on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.